mettez un like, abonnez-vous à la chaîne et bon visionnage. Cette histoire commence par une nuit où tout change, où les murs qui protégeaient le monde depuis 1000 ans s'effondrent sous le tonnerre des canons. Mais avant de parler de cette nuit, il faut comprendre comment un petit clan de nomades turcs, fuyant les Mongols à travers les steppes d'Asie centrale, a construit l'une des plus grandes puissances que le monde ait jamais connue, l'Empire ottoman. 600 années de règne. 3 continents sous une seule bannière. Un système politique si sophistiqué qu'il transformait les esclaves en vizirs, les chrétiens en musulmans et les conquérants en administrateurs. Mais voici le paradoxe qui hante cette histoire. Comment un empire fondé sur la guerre sainte a-t-il permis aux chrétiens et aux juifs de prospérer? Comment une dynastie qui enlevait des enfants chrétiens pour en faire des soldats a-t-elle duré 6 siècles quand d'autres empires s'effondraient en quelques générations? Pourquoi l'homme qui a détruit Byzance, la ville qui avait survécu aux Huns, aux Perses, aux Arabes, aux croisés, est-il devenu un mythe à la fois glorifié et diabolisé? Pensez à ceci. Pendant que Christophe Colomb cherchait une nouvelle route vers les Indes pour contourner les Ottomans, ces derniers contrôlaient déjà les routes commerciales qui enrichissaient l'Europe. Pendant que Michel-Ange peignait la chapelle Sixtine, les architectes ottomans construisaient des mosquées dont les dômes défient encore la gravité. Pendant que l'Europe se déchirait dans les guerres de religion, Istanbul abritait des quartiers juifs, grecs, arméniens, chacun avec ses propres lois et tribunaux. Qui étaient vraiment ces sultans? Pourquoi leur empire a-t-il terrifié l'Europe pendant des siècles? Et surtout, pourquoi leur chute a-t-elle redessiné le monde moderne d'une manière que nous ressentons encore aujourd'hui? Cette histoire n'est pas celle que vous connaissez. Elle ne commence pas par des héros et des méchants. Elle commence par la boue, la sueur et le sang des steppes. Elle commence par un rêve. Au XIIIe siècle, l'Asie centrale brûlait. Les hordes mongoles de Gengis Khan et de ses descendants balayaient tout sur leur passage. Des villes entières disparaissaient dans les flammes et la fumée. Des millions mouraient sous les sabots des chevaux mongols. Et parmi les survivants, des tribus turques fuyaient vers l'ouest, poussées comme des feuilles devant la tempête. L'une de ces tribus était minuscule, à peine 400 tentes, menée par un chef nommé Ertugrul. Personne n'aurait parié un seul accès sur leur survie. Personne n'imaginait que ces réfugiés poussiéreux bâtiraient un empire. Ils arrivèrent en Anatolie, cette péninsule montagneuse qui forme un pont entre l'Europe et l'Asie. C'était un monde fragmenté, déchiré, mourant lentement. Le grand empire seldjoukide, qui avait régné sur la région pendant 2 siècles, s'effondrait, mordu par les Mongols d'un côté et par Byzance de l'autre. Partout, de petits seigneurs de guerre se taillaient des fiefs dans la chair de l'ancien ordre. Des bandits pillaient les caravanes sur les routes autrefois sûres. Les paysans ne savaient plus à quel maître payer leurs impôts. Le chaos créait des opportunités pour ceux qui étaient assez audacieux, assez désespérés ou assez visionnaires pour les saisir. Ertugrul fit allégeance au sultan seldjoukide, déclinant en échange d'un petit territoire près de la frontière byzantine. C'était une zone dangereuse, constamment disputée, où les raids étaient quotidiens et où la mort attendait au détour de chaque colline. Mais c'était aussi une terre fertile en ambition. Les guerriers qui survivaient ici devenaient durs comme le fer battu. Et parmi ces guerriers grandissait le fils d'Ertugrul, un jeune homme nommé Osman. Son nom deviendrait celui d'une dynastie. Son rêve deviendrait la réalité de millions. Osman n'était pas le plus fort des chefs tribaux. Il n'était pas le plus riche. Il ne commandait pas la plus grande armée. Mais il possédait quelque chose de plus précieux que la force brute ou l'or. Une vision claire de ce qui devait être fait. Il comprenait que la force brute ne suffisait pas à bâtir quelque chose de durable. Il fallait créer un système, une loyauté qui transcendait les liens du sang, une raison pour que les hommes le suivent, même dans la mort. Il commença à attirer les guerriers déçus par d'autres chefs,
les mystiques soufis en quête de sens spirituel, les aventuriers en quête de fortune et de gloire. Il ne se contentait pas de piller comme tant d'autres. Il administrait les territoires conquis. Il établissait la justice selon la charia. Il protégeait les routes commerciales qui traversaient ses terres. Lentement, méthodiquement, son petit bellica, sa petite principauté, commença à prospérer pendant que d'autres s'effondraient. L'année 1299. Osman dort sous une tente, quelque part dans les collines d'Anatolie. Il rêve. Dans ce rêve, un arbre immense pousse de sa poitrine, ses racines plongeant profondément dans la terre. Ses branches s'étendent au-delà des horizons visibles, couvrant des montagnes enneigées, des mers azurées, des villes aux dômes d'or et aux minarets élancés. Des rivières coulent sous son ombre. Des nations entières se reposent sous ses feuilles. À son réveil, troublé et exalté, il consulte un cheikh, soufi, qui interprète le rêve comme un signe divin. Sa descendance régnera sur le monde connu. Mythe ou réalité ? Prophétie authentique ou construction postérieure ? Peu importe. Ce qui compte, c'est qu'Osman y croit de toute son âme. Et quand un chef croit en son destin avec une telle intensité, ses hommes le croient aussi. La foi devient contagieuse. En 1300, Osman franchit le pas décisif. Il se déclare indépendant du sultanat seldjoukide moribond. C'est un acte audacieux qui aurait pu le condamner, mais le sultanat est trop faible pour réagir, trop occupé à survivre face aux Mongols. Byzance, de son côté, est épuisé par ses querelles dynastiques interminables et la menace constante des croisés qui ont déjà saccagé Constantinople en 1204. Osman commence à grignoter les territoires byzantins, forteresse par forteresse, village par village. Ce n'est pas une conquête spectaculaire avec de grandes batailles rangées. C'est une érosion patiente, méthodique, implacable. Les Byzantins, épuisés par des siècles de guerre sur tous les fronts, n'ont plus l'énergie ni les ressources pour résister efficacement. Mais Osman fait quelque chose de révolutionnaire pour son époque. Il offre aux populations chrétiennes conquises un choix véritable. Se convertir à l'islam et rejoindre son armée avec tous les droits des musulmans, ou garder leur foi ancestrale et payer un impôt spécial, la jizya. Pas de massacre systématique comme lors de certaines croisades. Pas de destruction aveugle des églises et des monastères. C'est pragmatique, peut-être cynique, mais incroyablement efficace. Il a besoin de soldats pour continuer ses conquêtes, de paysans pour cultiver les champs, de commerçants pour faire circuler les richesses. Les morts ne paient pas d'impôts. Les cadavres ne cultivent pas le blé. Les villages brûlés ne produisent rien. Cette politique, qui peut sembler modérée pour des raisons purement utilitaires, devient la signature de l'expansion ottomane pour les siècles à venir. L'Empire ne cherche pas à exterminer, mais à absorber, à intégrer, à administrer. Osman meurt en 1324 sans avoir vu l'accomplissement total de son rêve, mais son fils Orhan continue l'expansion avec encore plus d'habileté. Orhan est un stratège né. Il comprend intuitivement que pour conquérir des villes fortifiées, il faut maîtriser l'art du siège. Pour mener des sièges efficaces, il faut de l'artillerie, des ingénieurs, de la patience. Il recrute des ingénieurs chrétiens renégats, des spécialistes des fortifications venus d'Europe, des mercenaires de toutes origines. L'armée ottomane devient une machine cosmopolite où le talent compte plus que l'origine ethnique ou religieuse. En 1326, Orhan prend Bursa, une ville importante nichée au pied du mont Uluda. Il en fait sa capitale, transformant ce qui était un centre provincial byzantin en une métropole ottomane. Des marchés couverts s'installent, des artisans affluent de toute l'Anatolie. Bursa devient rapidement un centre majeur de production de soie, de céramique fine, d'armes de qualité. La ville prospère, attire les lettrés, les poètes, les théologiens. Mais la vraie révolution militaire d'Orhan, celle qui changera l'équilibre des forces pour des générations, c'est la création d'une infanterie permanente et professionnelle. Jusqu'alors, les armées turques reposaient essentiellement sur la cavalerie légère traditionnelle des steppes, rapide et mobile,
mais fragiles face aux charges des chevaliers lourds européens bardés de fer. Horan crée une infanterie professionnelle, rigoureusement entraînée, équipée d'arcs composites puissants et de sabres courbes efficaces au corps à corps. Ces soldats ne sont pas des cavaliers nomades qui rentrent chez eux après la saison de guerre pour s'occuper de leurs troupeaux. Ce sont des soldats à plein temps, payés régulièrement par l'État, logés dans des casernes, nourris aux frais du trésor. C'est le début d'une armée véritablement moderne, organisée, disciplinée, loyale, non pas à une tribu, mais à l'institution du sultanat. En 1352 se produit l'événement qui change irréversiblement le cours de l'histoire. Une guerre civile sanglante déchire ce qui reste de l'Empire byzantin. Deux prétendants se disputent le trône impérial avec une violence qui affaiblit encore davantage l'État. Jean Cantacuzène, l'un des prétendants, commet l'erreur fatale, l'erreur qui hantera la mémoire byzantine jusqu'à la fin, de demander l'aide militaire à Horan. Les Ottomans traversent le détroit des Dardanelles et débarquent en Europe pour la première fois, leur bannière verte flottant sur le sol européen. Ils aident Cantacuzène à remporter la victoire et à s'installer sur le trône. Mais une fois sur place, une fois qu'ils ont vu la richesse des terres européennes, ils refusent catégoriquement de repartir. Pourquoi le feraient-ils ? Les terres européennes sont fertiles et bien irriguées. Les villes sont prospères et pleines de richesses. Et Byzance est maintenant bien trop faible pour les chasser par la force. En 1362, les Ottomans prennent Andrinople, la deuxième ville la plus importante de l'Empire byzantin après Constantinople elle-même. Ils la renomment Édirne et en font leur nouvelle capitale, abandonnant Bursa. Ce n'est pas seulement une conquête militaire parmi d'autres, c'est un message symbolique d'une puissance écrasante. Constantinople, la ville imprenable, la nouvelle Rome, celle qui a résisté à tous les assauts pendant 1000 ans, est désormais encerclée de toutes parts. Comme une île solitaire au milieu d'un océan ottoman qui ne cesse de monter. Les Byzantins le comprennent avec horreur. Les Européens le comprennent avec inquiétude. Ce n'est plus qu'une question de temps avant que la dernière ville chrétienne d'Orient ne tombe. Le fils d'Horon, Murad Ier, monte sur le trône en 1362. C'est lui qui transforme définitivement le beylicat tribal en véritable empire organisé et centralisé. Il conquiert la majeure partie des Balkans en une série de campagnes méthodiques. La Bulgarie tombe après une résistance acharnée. La Serbie résiste avec courage, mais finit par plier le genou. La Macédoine, l'Albanie, la Bosnie, la Thessalie. Une à une, comme des dominos soigneusement alignés, les principautés chrétiennes s'inclinent devant le sultan ottoman ou sont écrasées sans pitié. Murad ne se contente pas de conquérir comme un simple chef de guerre. Il organise méthodiquement. Il crée un système administratif sophistiqué, inspiré à la fois des traditions turques, perses et byzantines. Il divise les territoires conquis en provinces appelées eyalets, elles-mêmes subdivisées en sandjaks, chacune dirigée par un gouverneur nommé directement par le sultan et révocable à tout moment. Il établit un système fiscal remarquablement efficace qui prélève sans écraser les populations. Il construit des routes pavées, des caravansérails pour les marchands, des mosquées et des écoles coraniques dans chaque ville importante. Mais la création la plus controversée, la plus débattue et peut-être la plus géniale de Murad, c'est le système du devshirm. Le ramassage, la collecte. Tous les 3 à 5 ans, des agents spéciaux du sultan parcourent méthodiquement les villages chrétiens des Balkans et de l'Anatolie et sélectionnent les jeunes garçons les plus intelligents, les plus forts, les plus prometteurs, généralement âgés entre 8 et 14 ans. Ces enfants, arrachés à leur famille dans des scènes de déchirement, sont emmenés à Istanbul, la future capitale. Là, ils sont convertis à l'islam, circoncis, et reçoivent des noms musulmans qui effacent leur passé. Ils sont ensuite éduqués dans des écoles spéciales, appelées Assemi Olan, où ils apprennent le turc, le persan, l'arabe, la théologie islamique, l'administration, parfois même la poésie et la musique.
Les plus doués intellectuellement deviennent vizirs, gouverneurs, ambassadeurs, les hommes les plus puissants de l'Empire après le sultan. Les autres, les plus forts physiquement, rejoignent le corps d'élite des janissaires, l'infanterie la plus redoutée du monde. C'est monstrueux, n'est-ce pas? Enlever des enfants à leur mère en pleurs, les couper brutalement de leurs racines, de leur langue, de leur foi, les transformer en instruments dociles du pouvoir ottoman. Et pourtant, regardez le résultat paradoxal. Ces garçons arrachés à leur famille deviennent les hommes les plus puissants, les plus riches, les plus influents de l'Empire. Ils ne doivent rien à personne sauf au sultan qui les a élevés. Ils n'ont pas de famille étendue pour les influencer dans leurs décisions, pas de tribu pour les tirer en arrière, pas d'héritage à transmettre qui pourrait créer des dynasties rivales. Leur loyauté est absolue, totale, inconditionnelle. Et pour les familles chrétiennes balkaniques, le tableau est plus complexe qu'on ne l'imagine. Certaines cachent effectivement leurs fils dans les forêts ou les monastères. D'autres, et c'est plus troublant encore, les offrent volontairement, parce qu'un fils devenu grand vizir peut protéger son village natal des exactions des autres fonctionnaires, peut enrichir discrètement sa famille d'origine, même s'il ne peut plus l'avoir officiellement, peut faire construire une église ou un pont dans sa région natale. Le système est cruel, mais il crée aussi des opportunités impossibles ailleurs. Un paysan chrétien bulgare ne pourrait jamais devenir ministre en France ou en Angleterre. Dans l'Empire ottoman, son fils le peut. En 1389, Murad Ier meurt sur le champ de bataille de Kosovo, poignardé par un noble serbe qui a faim de se rendre. C'est une mort de guerrier, la mort qu'il aurait probablement choisie. Son fils Bayezid Ier lui succède et gagne immédiatement le surnom de Yıldırım, la foudre, pour la rapidité terrifiante de ses campagnes militaires. En quelques années, Bayezid conquiert ce qui reste de l'Anatolie byzantine et soumet les autres bellicats turcs. Il resserre l'étau autour de Constantinople. Il met la ville en état de siège permanent. Les Byzantins supplient l'Europe de les aider. Le pape appelle à une nouvelle croisade. En 1396, une armée croisée importante descend le Danube pour affronter les Ottomans. À Nicopolis, Bayezid écrase complètement les croisés. C'est un désastre pour l'Europe chrétienne. Des milliers de chevaliers français, hongrois, allemands meurent ou sont capturés. Constantinople semble perdue. L'Europe tremble. Et puis, en 1400, survient le miracle qui sauve Byzance pour encore un demi-siècle. Tamerlan, le conquérant turco-mongol qui a bâti un empire en Asie centrale, envahit l'Anatolie ottomane par l'Est. Bayezid doit abandonner le siège de Constantinople et marcher à sa rencontre. À la bataille d'Ankara, en 1402, Tamerlan écrase l'armée ottomane. Bayezid lui-même est capturé. Il mourra en captivité, peut-être de honte, peut-être empoisonné. L'Empire ottoman, si puissant quelques mois auparavant, s'effondre dans une guerre civile sanglante. Les fils de Bayezid se déchirent pour le trône. Les beylikats anatoliens reprennent leur indépendance. Pendant 11 ans, de 1402 à 1413, c'est le chaos, l'anarchie, ce que les Ottomans appelleront plus tard l'interrègne. Constantinople respire. L'Europe se réjouit. Peut-être que l'Empire ottoman n'était qu'un feu de paille après tout. Mais en 1413, l'un des fils, Mehmed Ier, réussit à éliminer ses frères et à réunifier l'Empire. Son fils Murad. Deuxième continue la reconstruction patiente. Ils ne commettent pas l'erreur de Bayezid. Ils consolident d'abord l'Anatolie avant de retourner vers l'Europe. Ils réforment l'armée. Ils attirent les meilleurs artilleurs d'Europe, surtout des Hongrois et des Allemands. Ils développent une artillerie de siège qui surpasse tout ce qui existe. Et en 1451, monte sur le trône un jeune homme de 19 ans qui a grandi en entendant une seule phrase répétée sans cesse par ses tuteurs. « Tu prendras Constantinople ». Son nom est Mehmed. L'histoire le connaîtra comme Mehmed le Conquérant, Mehmed Fatih. Mehmed II n'est pas un guerrier brutal et sans éducation.
C'est un intellectuel, un polyglotte qui parle couramment le turc, l'arabe, le persan, le grec, le latin, peut-être même le serbe et l'hébreu. Il lit les classiques grecs et romains. Il s'intéresse aux mathématiques, à l'astronomie, à la géographie. Il invite des humanistes italiens à sa cour. Mais derrière cette façade cultivée se cache une volonté de faire et une ambition dévorante. Il n'a qu'un seul but dans la vie, accomplir ce que tant de sultans, de califes, de généraux musulmans ont échoué à faire depuis 700 ans. Prendre Constantinople, devenir le nouveau César, transformer Istanbul en capitale d'un empire universel. Dès son accession au trône, il commence les préparatifs méthodiquement. Il sait que Constantinople a résisté à 23 sièges majeurs au cours de son histoire millénaire. Ces murs, construits par l'empereur Théodose II au 5e siècle, sont les plus puissants du monde. Une triple ligne de fortifications s'étendant sur près de 7 km, avec des tours espacées tous les 50 mètres, des fossés profonds, des dispositifs ingénieux pour repousser les assaillants. Attaquer de front serait du suicide. Il faut trouver une autre méthode. Mehmed fait construire en 1452 une forteresse sur la rive européenne du Bosphore, exactement en face d'une forteresse existante sur la rive asiatique. Ensemble, ces deux forteresses, appelées Rumeli Hisari et Anadolu Hisarü, contrôlent complètement le détroit. Aucun navire ne peut plus passer sans la permission ottomane. Constantinople est coupée de toute aide potentielle venant de la mer Noire. L'empereur byzantin Constantin XI. Paléologues protestent. Mehmed ignore les protestations. Il envoie un message clair. Le siège approche. Ensuite, Mehmed recrute un ingénieur hongrois nommé Orban, un spécialiste des canons qui a d'abord offert ses services aux Byzantins. Constantin, pauvre et désespéré, ne peut pas se permettre de le payer. Mehmed, lui offre tout l'or et toutes les ressources nécessaires. Orban promet de construire un canon capable de détruire les murs de Babylone eux-mêmes. En quelques mois, dans les fonderies d'Édirne, il crée un monstre de bronze. Un canon de 8 mètres de long, pesant près de 17 tonnes, capable de lancer des boulets de pierre de 600 kg à une distance de plus d'1 kilomètre. Pour transporter ce monstre d'Édirne à Constantinople, il faut 60 bœufs et 200 hommes. Le canon avance à raison de quelques kilomètres par jour sur des routes spécialement renforcées. Les villages, sur le passage, doivent fournir des ouvriers pour aplanir le chemin. C'est une démonstration de puissance logistique autant que militaire. Le 2 avril 1453, l'armée ottomane arrive devant Constantinople. Les estimations varient, mais il y a probablement entre 80 000 et 100 000 soldats ottomans, peut-être plus. Face à eux, les Byzantins peuvent aligner environ 7 000 défenseurs, dont 2 000 sont des étrangers, des Vénitiens, des Génois, quelques Catalans. Le reste de la population civile, environ 50 000 personnes, reste dans la ville. L'empereur Constantin XI sait que la situation est désespérée. Il a envoyé des appels désespérés au pape, à Venise, à Gênes, aux royaumes européens. Quelques navires sont arrivés avec des volontaires, mais rien qui puisse changer le rapport de force écrasant. L'Europe chrétienne, divisée par ses querelles internes, laisse Byzance mourir seule. Mehmed ne précipite rien. Il installe son camp face à la section centrale des murs terrestres, là où il a identifié le point le plus faible. Son immense tente rouge est plantée sur une colline d'où il peut observer toute la bataille. Il dispose ses canons, dont le monstre d'Orban, le long des murs. Il fait construire des tours de siège mobiles, plus hautes que les remparts. Il ordonne de combler les fossés avec de la terre, des pierres, des arbres abattus. Sa flotte, composée de plus de 120 navires, bloque le Bosphore et la mer de Marmara. Mais il y a un problème. La Corne d'Or, le port naturel protégé au nord de Constantinople, est fermé par une énorme chaîne tendue entre deux tours. Les navires byzantins et leurs alliés génois et vénitiens se réfugient derrière cette chaîne. La flotte ottomane ne peut pas les atteindre. Le 6 avril, les bombardements commencent, jour après jour,
Nuit après nuit, les canons ottomans pilonnent les murs. Le grand canon d'Orban tire environ 7 coups par jour. C'est tout ce que sa structure peut supporter sans se fissurer. Mais chaque boulet qui frappe les murs millénaires ouvre des brèches, fait tomber des pierres, crée des nuages de poussière. Les défenseurs travaillent toute la nuit pour réparer les dégâts avec tout ce qu'ils trouvent. Des pierres récupérées, du bois, des tonneaux remplis de terre. Les femmes et les enfants aident à transporter les matériaux. L'empereur lui-même est sur les murs, encourageant ses hommes, colmatant les brèches avec eux. Le 20 avril, un événement inattendu donne de l'espoir aux assiégés. 3 galères génoises envoyées par le pape et un navire byzantin transportant du grain arrivent du sud, voiles déployées. La flotte ottomane tente de les intercepter. Une bataille navale confuse s'engage sous les murs de la ville. Mehmed, fou de rage, monte son cheval dans l'eau jusqu'au ventre, hurlant des ordres à ses capitaines. Mais les navires chrétiens, plus grands et mieux armés, repoussent les Ottomans et atteignent la sécurité de la Corne d'Or. Sur les murs, les Byzantins craignent de joie. Mehmed est humilié. Certains de ses conseillers lui suggèrent d'abandonner le siège. Il refuse. Au contraire, il élabore un plan audacieux et improbable. Dans la nuit du 21 au 22 avril, 70 navires ottomans sont tirés hors de l'eau, placés sur des rouleaux de bois graissé et traînés par des bœufs et des centaines d'hommes par-dessus la colline de Galata, contournant complètement la chaîne protectrice. Au petit matin, les Byzantins stupéfaits découvrent la flotte ottomane à l'intérieur de la Corne d'Or. C'est un exploit technique extraordinaire, une démonstration de détermination qui brise le moral des défenseurs. Maintenant, Constantinople est attaquée sur tous les fronts. Les murs terrestres, les murs maritimes, même la Corne d'Or qu'ils croyaient sûre. Les défenseurs doivent disperser leurs forces déjà minces. L'étau se resserre inexorablement. Le 28 mai, Mehmed envoie un dernier ultimatum à Constantin. « Rends-toi. Tu pourras partir librement avec ta famille et tes biens. La ville sera épargnée. » Constantin refuse dignement. Il sait ce que signifie se rendre, le déshonneur, l'exil, la fin de tout ce pourquoi ses ancêtres se sont battus pendant 1000 ans. Il préfère mourir en combattant. Cette nuit-là, une étrange lumière rougeâtre enveloppe le dôme de Sainte-Sophie. Les Byzantins y voient un présage terrible. L'Esprit Saint quitte la ville. La panique se répand. Des processions religieuses parcourent les rues avec des icônes et des reliques. Des gens prient toute la nuit, d'autres se saoulent pour oublier ce qui vient. Le 29 mai, à 1h30 du matin, les tambours ottomans commencent à battre. C'est le signal de l'assaut final. Les premières vagues sont composées des batchibouzouk, des irréguliers mal équipés mais nombreux, de la chair à canon destinée à épuiser les défenseurs. Ils se lancent contre les murs en hurlant. Les Byzantins les repoussent avec des flèches, des pierres, de l'huile bouillante, du feu grégeois. Des centaines d'Ottomans tombent dans les fossés, écrasés, brûlés. Après 2 heures de ce carnage, Mehmed ordonne le retrait de cette première vague et envoie ses troupes régulières anatoliennes, mieux armées, mieux organisées. Le combat fait rage pendant des heures. Les défenseurs sont épuisés, blessés, mais ils tiennent encore. Puis, aux premières lueurs de l'aube, Mehmed lance sa réserve d'élite, les janissaires. 10 000 hommes frais, parfaitement disciplinés, équipés des meilleures armes, avancent au son des métères, les fanfares militaires ottomanes dont la musique terrifiante glace le sang des Européens. Ils attaquent à la section des murs près de la porte de Saint-Romain, là où les bombardements ont créé les plus grandes brèches. Un soldat ottoman nommé Ulubat le Hasan plante son étendard sur les remparts mais est immédiatement tué. D'autres le suivent. Les défenseurs les repoussent encore une fois. Et puis, survient l'accident qui change tout. Un petit groupe de Génois découvre qu'une poterne, une petite porte appelée Kerkoporta, a été laissée ouverte par erreur. Environ 50 janissaires s'y engouffrent et se retrouvent à l'intérieur de l'enceinte extérieure.
Ils ne sont qu'une poignée face à des milliers, mais leur présence crée la panique. Simultanément, Giovanni Giustiniani, le condottiere génois qui commande la défense de la section critique, est gravement blessé par un tir d'arquebuse. Il demande à être évacué. Ces hommes, voyant leur chef partir, commencent à se replier. L'empereur Constantin, comprenant que tout est perdu, arrache ses insignes impériaux pour ne pas être reconnu et se jette dans la mêlée. Il est tué quelque part dans la confusion. Personne ne sait exactement où ni comment. Son corps ne sera jamais formellement identifié. Les janissaires déferlent par la brèche. Les défenseurs s'effondrent. En quelques heures, la ville est prise. Constantinople, la ville qui avait résisté à tout pendant 1123 ans, tombe enfin. Les soldats ottomans se répandent dans les rues. Commence alors le traditionnel pillage de 3 jours autorisé par la loi islamique pour toute ville prise d'assaut. C'est un cauchemar. Les soldats défoncent les portes, violent les femmes, massacrent ceux qui résistent, capturent des milliers d'habitants pour les vendre comme esclaves. Les églises sont pillées. Des trésors artistiques accumulés pendant des siècles sont détruits ou volés. Des manuscrits irremplaçables sont brûlés ou jetés. La grande bibliothèque impériale, qui contenait des milliers de textes antiques, disparaît dans les flammes. Mehmed entre dans la ville l'après-midi du 29 mai. Il a 21 ans. Il monte directement à Sainte-Sophie, la plus grande église de la chrétienté, le symbole même de Byzance. Il descend de cheval et ramasse une poignée de terre qu'il verse sur son turban en signe d'humilité devant Dieu. Il entre dans l'église où des milliers de réfugiés terrifiés se sont rassemblés, croyant que les murs sacrés les protégeraient. Mehmed leur ordonne de rentrer chez eux, leur promettant sa protection. Il fait immédiatement convertir Sainte-Sophie en mosquée. Un imam monte dans la chaire et récite l'appel à la prière. L'ère byzantine est terminée. L'ère ottomane commence. Dans les jours qui suivent, Mehmed arrête le pillage, rétablit l'ordre, commence à réorganiser la ville. Il ordonne que les cadavres soient enterrés pour éviter les épidémies. Il fait réparer les murs endommagés. Il invite les habitants grecs qui ont fui à revenir, leur promettant la sécurité. Il nomme un nouveau patriarche orthodoxe, Gennadios Skolarios, et lui garantit la liberté de culte pour les chrétiens. Il commence à faire venir des populations de tout l'Empire pour repeupler la ville dépeuplée, des Turcs, des Grecs, des Arméniens, des Juifs. Il change le nom de la ville de Constantinople à Istanbul, bien que les deux noms coexisteront pendant des siècles. Il en fait sa capitale définitive. L'Empire ottoman a maintenant son cœur. La chute de Constantinople envoie une onde de choc à travers l'Europe. Le pape Pie II essaie d'organiser une croisade pour reprendre la ville, mais les rois européens sont trop occupés par leur guerre mutuelle. L'événement marque symboliquement la fin du Moyen Âge et le début de la Renaissance. De nombreux savants byzantins fuient vers l'Italie, emportant avec eux des manuscrits grecs anciens qui contribueront à la redécouverte des classiques en Occident. La prise de Constantinople force également l'Europe à chercher de nouvelles routes commerciales vers l'Asie, ce qui mènera aux grandes découvertes. En un sens, Christophe Colomb cherchait à contourner l'Empire ottoman quand il a découvert l'Amérique. L'histoire mondiale bascule. Pour Mehmed, c'est l'apogée de sa vie. Il n'a que 21 ans, mais il a déjà accompli ce dont rêvaient ses ancêtres depuis des générations. Il régnera encore 28 ans, conquérant la Grèce, la Serbie, la Bosnie, la Crimée, une partie de la Hongrie, étendant l'Empire dans toutes les directions. Il transforme Istanbul en une métropole magnifique, construisant des palais, des mosquées, des bazars, des fontaines. Il fait venir les meilleurs architectes, artistes, poètes. Il protège les savants, collectionne les manuscrits, patronne les arts. C'est un paradoxe vivant, un conquérant brutal qui est aussi un mécène cultivé, un musulman pieux qui lit Homère en grec, un autocrate absolu qui débat de philosophie avec des humanistes italiens. Son successeur, Bayezid II, est plus pacifique,
plus intéressé par l'administration que par la conquête. Il consolide les gains de son père, développe le commerce, embellit Istanbul encore davantage. Mais c'est avec Sélim Ier, qui règne de 1512 à 1520, que l'Empire atteint sa plus grande expansion territoriale. Sélim est un guerrier féroce qui gagne le surnom de Yavuz, le terrible ou le résolu. En seulement 8 ans de règne, il double presque la taille de l'Empire. Il se tourne vers l'Est et écrase les Safavides de Perse à la bataille de Tchaldiran en 1514. Puis il se retourne vers le sud et conquiert en 2 ans tout le Moyen-Orient, la Syrie, le Liban, la Palestine, l'Égypte. Il met fin au sultanat mamelouk qui durait depuis 2 siècles et demi. Cette conquête de l'Égypte et du Hijaz a une importance considérable. Le sultan ottoman devient le protecteur des villes saintes de la Mecque et Médine. Il prend le titre de serviteur des 2 saintes mosquées. Certains disent qu'il reçoit aussi le titre de calife du dernier calife abbasside au Caire, bien que cela soit historiquement contesté. Vrai ou non, les sultans ottomans commencent à se présenter comme les leaders de tout le monde musulman sunnite, les successeurs spirituels et temporels du prophète. Ce n'est plus seulement un empire turc, c'est un califat universel avec des prétentions mondiales. Les revenus colossaux de l'Égypte, grenier à blé du monde méditerranéen, remplissent les caisses du trésor ottoman. L'empire est au sommet de sa puissance. Le fils de Sélim, Soliman, monte sur le trône en 1520. Les Européens l'appelleront Soliman le Magnifique. Les Ottomans l'appellent Soliman Kanuni, le législateur. Les 2 surnoms capturent différentes facettes de son règne exceptionnel de 46 ans. Le plus long et probablement le plus glorieux de l'histoire ottomane. Soliman est tout. Un conquérant qui étend l'empire jusqu'aux portes de Vienne. Un législateur qui réforme et codifie l'ensemble du système juridique ottoman. Un mécène qui transforme Istanbul en l'une des plus belles villes du monde. Un poète qui écrit sous le pseudonyme de Muhibi, l'amoureux. Militairement, Soliman reprend les conquêtes. En 1521, il prend Belgrade. En 1522, il chasse les chevaliers de Saint-Jean de Rhodes après un siège de 6 mois. Ils se réfugieront à Malte. En 1526, il écrase le royaume de Hongrie à la bataille de Mohács. Le roi Louis II de Hongrie meurt dans la bataille, noyé dans un marais en fuyant. La Hongrie est déchirée entre l'Empire ottoman et les Habsbourg. En 1529, Soliman met le siège devant Vienne avec une armée de plus de 100 000 hommes. Pendant 3 semaines, les Ottomans bombardent les murs, lancent assaut sur assaut. L'Europe retient son souffle. Si Vienne tombe, rien ne peut arrêter les Ottomans. Mais l'automne arrive tôt, froid et pluvieux. Les lignes de ravitaillement ottomanes, étirées sur des milliers de kilomètres, ne peuvent plus suivre. Les défenseurs viennois, renforcés par des secours allemands et espagnols, résistent avec acharnement. Soliman, réaliste, lève le siège et se retire. Vienne est sauvée, mais de justesse. L'Europe comprend qu'elle a frôlé la catastrophe. Soliman ne se décourage pas. Il lance campagne après campagne. Il conquiert l'Irak, prenant Bagdad en 1534. Il étend le contrôle ottoman sur toute la côte nord-africaine. L'Algérie, la Tunisie, la Libye deviennent des provinces ou des États vassaux ottomans. Le corsaire Barberousse devient amiral de la flotte ottomane et terrorise la Méditerranée. En 1538, la flotte ottomane contrôle pratiquement toute la Méditerranée orientale et la mer Rouge. L'Empire est une superpuissance navale et terrestre. Aucune puissance européenne ne peut l'affronter seule. Mais Soliman n'est pas qu'un conquérant. Il réforme profondément l'administration impériale. Il codifie les lois, créant un système juridique qui combine la charia islamique avec les coutumes turques et le droit byzantin hérité. Il rationalise le système fiscal, crée de nouvelles écoles, construit des hôpitaux, des caravansérails, des aqueducs. Sous son règne,
Istanbul devient une ville de 500 000 habitants, la plus grande d'Europe. Il patronne l'architecte Sinan, probablement le plus grand architecte ottoman, qui construira 80 grandes mosquées et des centaines d'autres bâtiments. La mosquée Süleymaniye, construite entre 1550 et 1558, est le chef-d'œuvre de Sinan, une déclaration architecturale qui rivalise avec Sainte-Sophie elle-même. Ces 4 minarets annoncent que Soliman est le 4e sultan à régner depuis la conquête de Constantinople. Son dôme de 53 mètres de diamètre semble flotter dans l'air. L'intérieur baigne dans une lumière divine, filtrée par des centaines de fenêtres. C'est la perfection de l'architecture ottomane classique. La vie personnelle de Soliman est marquée par son amour pour une femme, Roxelane, appelée Hürrem Sultan en turc. C'est une esclave, probablement ukrainienne ou polonaise, capturée jeune et amenée au harem impérial. Elle est intelligente, belle, manipulatrice. Elle réussit l'impossible, capturer le cœur du sultan le plus puissant du monde. Soliman, qui pourrait avoir n'importe quelle femme, devient obsédé par elle. Il brise toutes les traditions en l'épousant officiellement, faisant d'une esclave une sultane légitime. Il lui écrit des poèmes d'amour passionnés. Il écoute ses conseils politiques. Roxelane utilise son influence pour éliminer ses rivaux. Elle convainc Soliman que son fils aîné Mustapha, né d'une autre femme, complote contre lui. En 1553, Soliman fait exécuter Mustapha, son fils le plus brillant, le plus aimé de l'armée. C'est une tragédie shakespearienne. L'Empire est privé d'un grand sultan potentiel à cause d'intrigues de harem. Les historiens débattent encore. Mustapha complotait-il vraiment? Ou était-ce une manipulation de Roxelane pour assurer la succession de ses propres fils? On ne saura jamais. Roxelane meurt en 1558, laissant Soliman dévasté. Il ne sera plus jamais le même. Il devient plus austère, plus religieux, obsédé par son héritage. En 1566, âgé de 72 ans, malade et épuisé, il lance une dernière campagne contre la Hongrie. Il meurt dans sa tente lors du siège de Sigedvár, le 7 septembre. Pour ne pas démoraliser l'armée, sa mort est gardée secrète pendant 48 jours. Son corps est embaumé, ses organes internes sont enterrés sur place sous une turbe, un mausolée. Son cœur reste en Hongrie. Le siège continue et réussit. Ce n'est que lorsque son fils Selim arrive qu'on annonce officiellement la mort du sultan. Soliman a régné 46 ans. Il a étendu l'empire à son apogée territorial. Après lui, ce sera la longue, très longue descente. Le système qui permet à l'Empire ottoman de fonctionner pendant des siècles est d'une complexité fascinante. Au sommet se trouve le sultan, autocrate absolu dont la parole est loi. Il est à la fois chef politique, militaire et religieux. Mais en pratique, il ne peut pas gouverner seul un empire de millions de sujets s'étendant sur 3 continents. Il s'appuie sur un système bureaucratique sophistiqué centré sur le palais de Topkapi. Le grand vizir est le premier ministre, celui qui gère quotidiennement l'empire au nom du sultan. Il préside le divan, le conseil impérial qui se réunit 4 fois par semaine pour discuter des affaires de l'État. Le divan comprend aussi les vizirs, les ministres des Finances, les juges militaires, le chancelier. Leurs délibérations ont lieu dans une grande salle du palais de Topkapi. Le sultan peut écouter en secret depuis une fenêtre grillagée, appelée la fenêtre du sultan, surveillant ses ministres sans qu'ils sachent s'il est là ou non. Cette incertitude maintient tout le monde prudent et honnête. L'administration provinciale est divisée en eyalets, provinces, dirigées par des beylerbey, des gouverneurs généraux qui sont des pachas à 3 queues de cheval, le symbole de leur rang. Les eyalets sont subdivisés en sanjaks, dirigés par des sanjak bey. Chaque niveau collecte les impôts, maintient l'ordre, lève des troupes en temps de guerre. Le système est remarquablement efficace pour son époque. Les communications entre Istanbul et les provinces les plus reculées fonctionnent grâce à un système de relais de chevaux rapide.
qui peuvent transmettre des messages sur des milliers de kilomètres en quelques jours. Le système du timar est crucial pour l'armée. Au lieu de payer tous les soldats en espèces, l'Empire distribue des terres appelées timars à des cavaliers, les sipahis. Ces sipahis reçoivent les revenus fiscaux de villages ou de districts en échange de l'obligation de se présenter avec leur équipement et un certain nombre d'hommes quand le sultan appelle à la guerre. C'est similaire au système féodal européen, mais plus centralisé et contrôlé. Les timars ne sont pas héréditaires automatiquement. L'État peut les retirer si le sipahi ne remplit pas ses obligations. Cela crée une classe militaire loyale et motivée, sans créer une noblesse indépendante dangereuse pour le pouvoir central. Les janissaires, eux, forment le cœur permanent de l'armée. Ils sont environ 12 000 au XVIe siècle, vivant dans des casernes à Istanbul et dans les grandes villes. Ils reçoivent une solde régulière, des privilèges commerciaux, des pensions de retraite. Ils sont organisés en ortas, régiments, chacun avec sa propre identité, ses traditions, ses bannières. Ils ne sont pas seulement des soldats, ils deviennent une force politique. Quand un nouveau sultan monte sur le trône, il doit leur verser un accession gift généreux pour s'assurer de leur loyauté. S'ils sont mécontents, ils peuvent se révolter, renverser des vizirs, même des sultans. C'est le prix de maintenir une armée professionnelle puissante. La société ottomane est organisée selon le système des millets. Chaque communauté religieuse, chrétiens orthodoxes, arméniens, juifs, forme un millet, une nation au sens de communauté, dirigée par son chef religieux. Le patriarche orthodoxe de Constantinople, par exemple, n'est pas seulement un leader spirituel. Il est aussi le représentant civil de tous les chrétiens orthodoxes devant l'État ottoman. Il collecte les impôts de sa communauté, administre les écoles et hôpitaux orthodoxes, juge les disputes civiles entre chrétiens selon le droit canon byzantin. Les musulmans relèvent de la charia et des tribunaux islamiques. Les juifs ont leurs propres tribunaux rabbiniques. Chaque millet a une large autonomie interne tant qu'il paie ses impôts et reste loyal. C'est un système qui permet la coexistence de multiples religions et ethnies dans un empire multiethnique et multireligieux. Ce n'est pas la tolérance moderne au sens où nous l'entendons. Les non-musulmans sont des citoyens de seconde classe, dhimmis, qui paient des impôts supplémentaires et subissent des restrictions vestimentaires et sociales. Mais comparé aux persécutions religieuses déchirant l'Europe à la même époque, c'est remarquablement pragmatique et stable. Les Juifs expulsés d'Espagne en 1492 par les rois catholiques trouvent refuge dans l'Empire ottoman. Le sultan Bayezid II les accueille volontiers, disant qu'il remercie Ferdinand et Isabelle de lui envoyer leurs meilleurs citoyens. Des dizaines de milliers de Juifs séfarades s'installent à Istanbul, Salonique, Izmir, Safed, apportant leurs compétences en médecine, en imprimerie, en commerce, en finance. Salonique devient une ville majoritairement juive pendant des siècles. Les rabbins ottomans écrivent aux communautés juives d'Europe, leur disant de venir dans un pays où ils peuvent vivre leur foi librement. Cette politique d'ouverture enrichit culturellement et économiquement l'Empire. Istanbul sous Soliman est une ville de merveille. Le Grand Bazar, construit après le tremblement de terre de 1455, s'étend sur des hectares avec plus de 4000 boutiques organisées par métier. Les orfèvres dans une section, les vendeurs de tapis dans une autre, les marchands d'épices ailleurs. C'est un labyrinthe couvert où convergent les routes commerciales de 3 continents. On peut y acheter de la soie de Chine, des épices des Indes, de l'ambre de la Baltique, du corail de Méditerranée, de l'ivoire d'Afrique. Les transactions se font en plusieurs langues: turc, arabe, grec, arménien, italien, persan. Les changeurs de monnaie évaluent et échangent des dizaines de devises différentes. Des banquiers juifs et arméniens financent le commerce à longue distance. C'est le centre nerveux de l'économie mondiale pour son époque. Le palais de Topkapi, résidence principale des sultans jusqu'au XIXe siècle, est une ville dans la ville.
Il couvre 70 hectares sur la pointe du sérail, le promontoire dominant la confluence du Bosphore, de la Corne d'Or et de la mer de Marmara. C'est une vue à couper le souffle sur 3 mers. Le palais n'est pas un bâtiment unique, mais une série de cours, de pavillons, de jardins, de fontaines. La première cour est publique, ouverte aux pétitionnaires et visiteurs. La deuxième cour abrite les cuisines impériales qui peuvent nourrir 5000 personnes par jour, le divan où se réunit le conseil, les écuries. La troisième cour est privée, accessible seulement aux initiés. L'école du palais où sont éduqués les pages, la salle d'audience du sultan, le trésor impérial qui contient des richesses inimaginables. La quatrième cour contient les jardins privés, des kiosques pour la contemplation, des terrasses avec vue. Le harem impérial, situé entre la deuxième et troisième cour, est le lieu le plus mystérieux et fantasmé du palais. Contrairement aux fantasmes orientalistes européens, ce n'est pas un lieu de débauche perpétuelle. C'est une institution hautement organisée et hiérarchisée où vivent la mère du sultan, la valide sultan, les épouses officielles, les concubines, les princesses, les servantes, les eunuques. La valide sultan est souvent la femme la plus puissante de l'empire. Elle contrôle le harem, influence la politique, arrange les mariages, intrigue pour la succession de son fils. Certaines valides sultans, comme Nurbanu sultan ou Kösem sultan, sont plus puissantes que les vizirs. Elles reçoivent des ambassadeurs, gèrent d'immenses fortunes personnelles, patronnent des constructions pieuses. L'éducation dans l'Empire est principalement religieuse. Les mosquées ont des écoles coraniques, mektebs, où les enfants apprennent à lire en mémorisant le Coran. Les plus doués peuvent continuer dans des médersas, des écoles supérieures qui enseignent la théologie islamique, le droit, l'arabe, la logique, les mathématiques, l'astronomie. Les diplômés des grandes médersas d'Istanbul deviennent imams, juges, professeurs, formant l'élite religieuse de l'Empire, les oulémas. Mais il y a peu d'éducation séculière. Contrairement à l'Europe, où la Renaissance et la Réforme stimulent l'innovation intellectuelle, l'Empire ottoman reste intellectuellement conservateur après le XVIe siècle. L'imprimerie, inventée par Gutenberg en 1440, n'est introduite pour l'impression de livres en turc qu'en 1728, presque 3 siècles de retard. Pourquoi les oulémas résistent, craignant que l'imprimerie ne menace leurs revenus de copistes et leur contrôle sur la transmission du savoir. Cette stagnation intellectuelle aura des conséquences désastreuses à long terme. L'architecture ottomane atteint son apogée sous Sinan. Né en 1489 d'une famille chrétienne, recruté par le Devshirme, il devient janissaire, puis ingénieur militaire avant d'être nommé architecte en chef de l'Empire en 1538. Il construira pendant 50 ans sans interruption. Son génie est de synthétiser les traditions architecturales byzantines, perses et turques en un style distinctivement ottoman. Il étudie attentivement Sainte-Sophie et cherche toute sa vie à surpasser son dôme. Ces mosquées ont des plans centraux dominés par un grand dôme entouré de demi-dômes et de coupoles plus petites, créant des espaces intérieurs vastes et lumineux. Les minarets élancés ponctuent le ciel d'Istanbul. Ces chefs-d'œuvre sont la mosquée Süleymaniyye, comme déjà mentionné, et la mosquée Selimiye à Edirne, construite entre 1568 et 1575. La Selimiye est son ultime défi à Sainte-Sophie. Son dôme fait 31 mètres de diamètre, certes plus petit que celui de Sainte-Sophie, mais il repose sur seulement 8 piliers élégants au lieu des massifs contreforts byzantins. L'intérieur est inondé de lumière. Sinan, sur son lit de mort à 99 ans, dira que la Selimiye est son chef-d'œuvre. Il meurt en 1588, ayant façonné le paysage urbain ottoman pour l'éternité. Mais pendant que Sinan construit ses dernières merveilles, l'Empire commence lentement, imperceptiblement à décliner.
La mort de Soliman en 1566 marque symboliquement la fin de l'âge d'or ottoman. Son fils, Sélim II, qui règne jusqu'en 1574, est surnommé Sélim l'Ivrogne. Il est le premier sultan à ne jamais commander personnellement une armée en campagne. Il préfère le vin et le harem aux affaires d'État. Sous son règne, l'Empire conquiert encore Chypre en 1571, mais subit la défaite navale catastrophique de Lépante en 1571 face à une coalition chrétienne. 200 galères ottomanes sont détruites, 30 000 marins tués ou capturés. C'est la première grande défaite ottomane depuis longtemps. L'aura d'invincibilité est brisée. Certes, la flotte est reconstruite en un an, montrant l'immense capacité industrielle de l'Empire. Mais psychologiquement, quelque chose change. L'Europe comprend que les Ottomans peuvent être battus. Le vrai problème commence avec la succession. Après Soliman, la qualité des sultans décline dramatiquement. Le système de succession ottoman n'a pas de règle fixe de primogéniture comme en Europe. N'importe quel fils du sultan peut monter sur le trône. Cela crée une compétition mortelle entre les princes. Pendant des générations, la pratique est qu'un nouveau sultan, pour sécuriser son pouvoir, fasse exécuter tous ses frères. C'est brutal, mais efficace. Cela évite les guerres civiles. Mehmed le Conquérant codifie même cette pratique dans la loi. Pour le bien de l'État, le fratricide est permis. Mehmed III, qui règne de 1595 à 1603, fait exécuter 19 de ses frères le jour de son accession. Leurs cercueils sont alignés pour l'enterrement. Leur mère, la valide sultan Safiye, s'évanouit à la vue. Mais au XVIIe siècle, cette pratique devient intolérable, même pour les Ottomans. On adopte un nouveau système. Au lieu d'être exécutés, les princes sont enfermés dans une section du palais appelée la cage, caf. Ils y passent leur vie entière, souvent isolés, sans éducation militaire ou administrative. Parfois avec seulement des eunuques et des concubines stériles pour compagnie. Quand l'un d'eux monte finalement sur le trône, souvent après des décennies d'enfermement, il est psychologiquement inadapté à régner. Certains sont littéralement fous. D'autres sont incompétents ou désintéressés. Le niveau de gouvernance s'effondre. Simultanément, les sultans cessent de participer personnellement aux campagnes militaires. Ils restent à Istanbul, gouvernant depuis le palais, perdant le contact avec l'armée et les réalités du terrain. Le pouvoir réel passe de plus en plus au grand vizir, au valide sultan, au chef des janissaires. Entre 1603 et 1703, période connue comme l'ère des femmes ou sultanat des femmes, plusieurs valides sultans dominent effectivement l'empire. Kösem Sultan, mère de 2 sultans et grand-mère de 2 autres, règne de facto pendant plus de 30 ans. Elle assiste aux réunions du divan cachées derrière un rideau. Elle nomme et révoque des vizirs. Elle accumule une fortune colossale. Mais elle finit étranglée en 1651 sur ordre de sa belle-fille, Turan Sultan, dans une lutte de pouvoir sanglante du harem. Ces intrigues de palais, dignes d'un opéra, affaiblissent la cohérence de la politique impériale. L'armée aussi se détériore. Les janissaires, autrefois l'élite disciplinée, deviennent une caste privilégiée et conservatrice. Ils obtiennent le droit de se marier et de transmettre leur statut à leurs fils, violant le principe fondamental de leur création. Ils s'impliquent dans les affaires commerciales, possèdent des boutiques, négligeant leur entraînement. Ils résistent à toute modernisation militaire, refusent d'adopter de nouvelles armes ou tactiques. Quand un sultan tente une réforme, il se révolte, renverse le gouvernement, exige des augmentations de salaire. Ils deviennent plus dangereux pour le sultan que pour l'ennemi. Le système du timar s'érode également. L'inflation galopante causée par l'afflux d'argent américain en Europe affecte aussi l'Empire. Les revenus des timars ne suffisent plus à équiper correctement les sipahis. La discipline se relâche, la qualité de la cavalerie provinciale décline. Face à ces problèmes internes,
l'Empire continue quand même d'exister et même de gagner quelques victoires. En 1683, les Ottomans lancent une dernière grande offensive contre l'Europe et mettent le siège devant Vienne pour la seconde fois. Pendant 2 mois, ils bombardent la ville. L'Europe est de nouveau terrifiée. Mais cette fois, l'Empire Habsbourg reçoit des renforts massifs. Le roi Jean Sobieski de Pologne arrive avec une armée de secours. Le 12 septembre 1683, il lance une charge de cavalerie spectaculaire avec 18 000 cavaliers qui enfoncent les lignes ottomanes. C'est la plus grande charge de cavalerie de l'histoire européenne. Les Ottomans, pris de panique, fuient en abandonnant leur camp, leur artillerie, leurs trésors. Parmi le butin, les Viennois trouvent des sacs de café. C'est prétendument l'origine des premiers cafés viennois. Légende ou réalité? Peu importe, c'est une bonne histoire. La défaite de Vienne en 1683 marque le véritable tournant. Pour la première fois, l'Empire ottoman est forcé de reculer durablement en Europe. La Sainte Ligue, alliance entre l'Autriche, la Pologne, Venise et la Russie, lance une contre-offensive dévastatrice. En 1699, le traité de Karlowitz force les Ottomans à céder la Hongrie, la Transylvanie, la Croatie à l'Autriche, la Podolie à la Pologne, la Morée à Venise. C'est le premier traité où l'Empire ottoman cède des territoires en tant que vaincu. Psychologiquement, c'est un choc immense. L'Empire qui avançait sans cesse depuis 3 siècles recule maintenant. Le mythe de l'invincibilité ottomane est définitivement enterré. Le XVIIIe siècle est celui des défaites répétées et des pertes territoriales graduelles. Les guerres contre la Russie se multiplient. Pierre le Grand rêve de conquérir Constantinople et de faire de la Russie l'héritière de Byzance. Il ne réussit pas, mais chaque guerre affaiblit un peu plus l'Empire. Catherine la Grande, dans la seconde moitié du siècle, inflige des défaites humiliantes. En 1774, le traité de Küsü-Kainarka donne à la Russie le contrôle de la côte nord de la mer Noire et un vague droit de protéger les chrétiens orthodoxes dans l'Empire ottoman. Ce dernier point deviendra un prétexte pour les interventions russes futures. La Crimée, vassale ottomane depuis le XVe siècle, est annexée par la Russie en 1783. L'Empire perd le contrôle de la mer Noire qu'il dominait depuis des siècles. Pendant ce temps, les provinces arabes deviennent de plus en plus autonomes. Les pachas locaux en Égypte, en Irak, en Syrie agissent comme des souverains indépendants, ne versant qu'un tribut nominal à Istanbul. Les tribus bédouines contrôlent de vastes territoires où l'autorité centrale n'existe plus. En Arabie, le mouvement wahhabite émerge au milieu du XVIIIe siècle, prêchant un retour à l'islam puritain et rejetant l'autorité ottomane. Les wahhabites s'emparent de la Mecque et Médine en 1803, profanent les tombes des compagnons du prophète, scandalisent le monde musulman. Le sultan ottoman, censé être le protecteur des lieux saints, est incapable de réagir. C'est une humiliation supplémentaire. Face à ces défis existentiels, certains sultans et vizirs comprennent qu'il faut moderniser ou périr. Les premières tentatives de réforme viennent de Sélim III qui règne de 1789 à 1807. Inspiré par les réformes de Pierre le Grand en Russie, il tente de créer une armée moderne. Le Nizami Cédide, le Nouvel Ordre, entraîné par des instructeurs français selon les méthodes européennes, équipés de fusils et canons modernes. Il ouvre des écoles d'ingénierie et de navigation. Il envoie des ambassadeurs permanents dans les capitales européennes pour apprendre leurs méthodes. Mais les janissaires voient dans ces réformes comme une menace existentielle. En 1807, il se révolte, dépose Sélim et le remplace par son cousin Mustapha IV. L'année suivante, quand les réformateurs tentent de restaurer Sélim, Mustapha ordonne son exécution. Sélim est étranglé dans sa chambre. La première tentative sérieuse de modernisation se termine dans le sang. Mustapha lui-même est déposé en 1808
est remplacé par Mahmoud II, un autre cousin. Mahmoud a appris la leçon de Sélim. On ne peut pas réformer l'Empire tant que les janissaires existent. Pendant 18 ans, il attend patiemment, construisant en secret une armée loyale, plaçant ses hommes aux postes clés. En 1826, il provoque délibérément une révolte des janissaires en annonçant de nouvelles réformes militaires. Quand il se soulève et commence à saccager Istanbul, Mahmoud est prêt. Il fait amener l'artillerie, entoure leurs casernes et ouvre le feu. C'est un massacre. Les casernes brûlent avec les janissaires à l'intérieur. Ceux qui tentent de s'échapper sont abattus ou pourchassés dans les rues. En quelques heures, le corps des janissaires, vieux de presque 400 ans, cesse d'exister. 6000 hommes meurent ce jour-là. Des milliers d'autres sont exécutés dans les jours suivants ou exilés. C'est l'événement heureux, Vaka Yahriye, comme le nomme la propagande officielle. Heureux pour qui? Pour Mahmoud certainement. Il peut maintenant moderniser sans opposition. Mahmoud lance les tanzimat, les réorganisations, une série de réformes radicales pour transformer l'Empire en un État moderne. Il crée une nouvelle armée régulière entraînée à l'européenne. Il abolit le système du timar. Il réforme l'administration, créant des ministères sur le modèle européen. Ministère des Affaires étrangères, de la guerre, de l'intérieur. Il modernise le système éducatif, ouvre des écoles séculières enseignant les sciences, les langues étrangères, l'ingénierie. Il introduit un service postal régulier, un système de quarantaine sanitaire, un début de recensement de la population. Il encourage la presse. Le premier journal ottoman en turc, Takvim-i Vekayi, est publié en 1831. Il tente même de réformer le système juridique, créant des tribunaux commerciaux qui appliquent des codes inspirés du droit français plutôt que la seule charia. Mais ces réformes arrivent trop tard et ne vont pas assez loin. L'Empire continue de se désintégrer. La Grèce se révolte en 1821, soutenue par les puissances européennes qui romantisent la lutte des descendants des anciens Grecs contre les barbares turcs. Après des années de guerre sanglante, la Grèce obtient son indépendance en 1830. C'est la première fois qu'une province européenne de l'Empire se libère complètement. Le précédent est dangereux. Bientôt, la Serbie, la Roumanie, la Bulgarie suivront le même chemin. Le danger le plus immédiat vient paradoxalement d'Égypte. Muhammad Ali, un officier albanais devenu pacha d'Égypte, modernise sa province avec une efficacité que Istanbul n'arrive pas à égaler. Il crée une armée puissante, développe l'industrie, l'agriculture, l'éducation. En 1831, fort de son succès contre les Wahhabites qu'il a écrasés et chassés des lieux saints, il se retourne contre son suzerain ottoman et envahit la Syrie. Son fils Ibrahim Pacha écrase les armées ottomanes à plusieurs reprises et menace directement Istanbul. L'Empire ottoman ne survit que grâce à l'intervention de la Russie et de la Grande-Bretagne qui ne veulent pas voir l'Empire s'effondrer complètement car cela créerait un vide de pouvoir dangereux. Muhammad Ali est forcé de se retirer mais garde l'Égypte de manière héréditaire. L'Égypte devient de facto indépendante sous une simple reconnaissance formelle de la suzeraineté ottomane. Le sultan ne contrôle plus vraiment sa province la plus riche. Les successeurs de Mahmoud continuent les réformes. Le décret de Gulan en 1839 promet l'égalité de tous les sujets ottomans indépendamment de leur religion. C'est révolutionnaire. En théorie, les chrétiens et les juifs ne sont plus des dhimmis, mais des citoyens égaux. Ils peuvent servir dans l'armée, entrer dans l'administration, témoigner devant les tribunaux musulmans. En pratique, la résistance est énorme. Les musulmans conservateurs voient cela comme une trahison de l'islam. Les chrétiens, surtout les Grecs et les Arméniens, prospèrent dans le commerce et la finance, créant du ressentiment. Les tensions communautaires augmentent paradoxalement à mesure que les anciennes hiérarchies s'effondrent. L'Empire devient de plus en plus dépendant financièrement de l'Europe. Pour financer les réformes et les guerres, le gouvernement ottoman emprunte massivement auprès des banques européennes.
Le premier emprunt international ottoman date de 1854. D'autres suivent à un rythme accéléré. Les taux d'intérêt sont exorbitants. En 1876, l'Empire fait défaut sur sa dette. Une administration internationale de la dette ottomane est créée, contrôlée par les créanciers européens. Elle prend en charge la collecte de certains impôts et monopoles, le sel, le tabac, les timbres fiscaux, pour garantir le remboursement. L'Empire perd effectivement le contrôle de ses propres finances. C'est une souveraineté en lambeaux. La guerre de Crimée de 1853 à 1856 offre un bref répit. La Russie envahit les provinces danubiennes ottomanes, prétextant la protection des chrétiens orthodoxes. La France et la Grande-Bretagne, inquiètes de l'expansion russe, entrent en guerre aux côtés des Ottomans. C'est la première fois que l'Empire ottoman combat dans une coalition avec des puissances européennes comme un égal officiel. La guerre se concentre en Crimée avec le siège désastreux de Sébastopol. Les conditions sont épouvantables. Des dizaines de milliers de soldats meurent de maladie plus que du combat. Florence Nightingale devient célèbre en soignant les blessés britanniques. La guerre se termine en 1856 avec le traité de Paris. La Russie est repoussée. L'intégrité territoriale ottomane est garantie par les puissances européennes. L'Empire est déclaré membre du concert européen. Mais tout le monde sait que c'est une fiction. L'Empire ottoman est maintenant l'homme malade de l'Europe, une expression qui devient courante. Il ne survit que parce que les puissances européennes ne s'accordent pas sur comment se partager son cadavre. En 1876, un événement inattendu secoue l'Empire. Des officiers et intellectuels réformateurs, les jeunes Ottomans, forcent le sultan Abdulaziz à accepter une constitution, la première constitution de l'histoire ottomane. Elle établit un parlement bicaméral, garantit les droits fondamentaux, limite les pouvoirs du sultan. C'est la première ère constitutionnelle. Le premier parlement ottoman se réunit en 1877 dans une atmosphère d'espoir et d'excitation. Des députés musulmans, chrétiens et juifs siègent ensemble, mais cela dure moins de 2 ans. Le nouveau sultan Abdulhamid II, qui a accepté la constitution sous pression, profite de la crise causée par la guerre russo-turque de 1877 à 1878 pour suspendre le Parlement et la Constitution. Il installe un régime autoritaire qui durera 30 ans. Cette guerre de 1877 à 1878 est catastrophique. Les Russes déferlent des Balkans avec leurs alliés bulgares, serbes, roumains. Ils arrivent jusqu'à San Stefano, à quelques kilomètres d'Istanbul. L'Empire est à genoux. Le traité de San Stefano crée une grande Bulgarie qui s'étend de la mer Noire à la mer Égée. Vassale russe. La Serbie, la Roumanie deviennent complètement indépendantes. L'Empire perd presque tous ses territoires européens. Seule l'Albanie, la Macédoine, la Thrace restent ottomanes. C'est une humiliation totale. Les puissances européennes, inquiètes de la domination russe, imposent une révision au Congrès de Berlin la même année. La Grande Bulgarie est réduite, divisée. L'Autriche-Hongrie occupe la Bosnie-Herzégovine. La Grande-Bretagne occupe Chypre. La Russie garde des territoires en Anatolie orientale. L'Empire ottoman perd les 3/4 de ses possessions européennes et 4 millions de sujets. Abdulhamid II, traumatisé par ses défaites, devient paranoïaque et répressif. Il développe un réseau d'espions qui surveille à la population. La censure est omniprésente. Les mots « constitution »,« liberté »,« révolution » sont interdits. Les livres sont scrutés, les journaux sont contrôlés, les intellectuels sont emprisonnés ou exilés. En même temps, paradoxalement, Abdulhamid modernise l'infrastructure. Il construit des chemins de fer, dont le fameux chemin de fer du Hijaz, reliant Damas à Médine, des lignes télégraphiques, des écoles, des hôpitaux. Il encourage l'industrie minière et manufacturière. Il tente de centraliser l'administration, d'imposer l'autorité d'Istanbul dans les provinces reculées. Il promeut le panislamisme,
se présentant comme le calife de tous les musulmans du monde, espérant ainsi rallier les musulmans de l'Empire britannique et russe. Il entretient des contacts avec des musulmans d'Inde, d'Asie centrale, d'Afrique du Nord. Cette politique inquiète les puissances coloniales européennes. Mais l'opposition grandit, surtout parmi les jeunes officiers et intellectuels. Le mouvement des jeunes Turcs, le comité Union et Progrès, CUP, s'organise dans la clandestinité. Il s'inspire du nationalisme européen, du positivisme, des idées de modernisation autoritaire. En 1908, des unités militaires en Macédoine se soulèvent, exigeant la restauration de la Constitution. Abdulhamid, sans soutien militaire fiable, capitule. La Constitution est restaurée. Le Parlement est reconvoqué. C'est la joie dans Istanbul. Musulmans, chrétiens, juifs fraternisent dans les rues. C'est la révolution jeune turque. L'espoir renaît. Peut-être que l'Empire peut encore être sauvé par la modernisation et le constitutionnalisme. Mais les rêves s'effondrent rapidement. En 1908, l'Autriche-Hongrie annexe officiellement la Bosnie-Herzégovine qu'elle occupait depuis 30 ans. La Bulgarie se déclare royaume indépendant. La Crète proclame son union avec la Grèce. L'Italie envahit la Libye en 1911, la dernière possession ottomane importante en Afrique du Nord. L'Empire est impuissant. En 1912 et 1913, les guerres balkaniques achèvent le travail. La Serbie, la Bulgarie, la Grèce, le Monténégro forment une alliance et attaquent simultanément. En quelques semaines, ils occupent toute la Macédoine, l'Albanie, la Thrace occidentale. Istanbul est directement menacée. Seule l'intervention des puissances européennes évite la prise de la capitale. Le traité de Londres en 1913 réduit les possessions européennes ottomanes à une mince bande autour d'Istanbul et Edirne. 500 ans de présence ottomane dans les Balkans se terminent en quelques mois. Des millions de réfugiés musulmans, turcs, albanais, bosniaques, fuient vers l'Anatolie avec des récits d'atrocités commises par les armées chrétiennes. Ces traumatismes alimenteront les nationalismes et les violences futures. Les jeunes Turcs, désormais au pouvoir effectif bien qu'Abdulhamid soit officiellement toujours sultan jusqu'en 1909 quand il est déposé, radicalisent leur politique. Leur libéralisme initial laisse place à un nationalisme turc de plus en plus exclusif. Ils imposent la turquification. Le turc doit devenir la seule langue administrative. L'identité turque doit être centrale. Les Arabes, les Albanais, les Kurdes résistent. Les tensions montent. Les chrétiens, surtout les Arméniens qui sont actifs dans les mouvements réformistes, deviennent suspects. Les jeunes Turcs, paranoïaques après les défaites, voient des complots partout. Quand la Première Guerre mondiale éclate en 1914, l'Empire ottoman est divisé sur la position à prendre. Certains veulent rester neutres. D'autres, dont Enver Pacha, le ministre de la guerre, veulent rejoindre les puissances centrales, l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie. Enver admire l'Allemagne, son efficacité militaire, sa modernisation. Il croit qu'une victoire allemande permettra à l'Empire de récupérer ses territoires perdus. En novembre 1914, l'Empire entre en guerre aux côtés de l'Allemagne. Le sultan calife Mehmed V proclame le djihad, appelant tous les musulmans du monde à se soulever contre les empires britanniques, français et russes. L'effet est minime. La plupart des musulmans colonisés restent loyaux ou passifs. La guerre est un désastre sur presque tous les fronts. Enver lance une offensive hivernale catastrophique contre les Russes dans le Caucase en décembre 1914. Des dizaines de milliers de soldats ottomans meurent de froid et de faim dans les montagnes. Seul le front de Gallipoli est une victoire. En 1915, les Britanniques et les Français tentent de forcer les Dardanelles et de prendre Istanbul, mettant fin rapidement à la guerre. C'est une opération amphibie massive. Les troupes alliées débarquent sur les plages de Gallipoli. Mais les défenseurs ottomans, commandés brillamment par un officier nommé Mustafa Kemal, le futur Atatürk, résistent avec acharnement. Les tranchées se creusent.
C'est un carnage. Après 9 mois de combats sanglants, les Alliés se retirent. C'est la seule grande victoire ottomane de la guerre. Mustafa Kemal devient un héros national. Partout ailleurs, c'est la défaite. Les Britanniques attaquent depuis l'Égypte et prennent la Palestine et la Syrie. T.E. Lawrence, Lawrence d'Arabie, organise la révolte arabe avec le shérif Hussein de la Mecque. Les tribus arabes attaquent les lignes de chemin de fer ottomanes, harcèlent les garnisons. En 1917, Jérusalem tombe. En 1918, Damas et Alep tombent. Les Britanniques prennent Bagdad en 1917, occupent toute la Mésopotamie. Les Russes avancent profondément en Anatolie orientale avant que leur empire ne s'effondre dans la révolution de 1917. L'empire est exsangue, affamé, épuisé. Et au milieu de ce chaos se produit la tragédie la plus sombre, le génocide arménien. En 1915, le gouvernement jeune turc, paranoïaque et désespéré, accuse les Arméniens de collaborer avec les Russes. Des ordres sont donnés pour déporter toute la population arménienne d'Anatolie orientale vers le désert syrien. C'est présenté comme une mesure de sécurité temporaire. En réalité, c'est une extermination planifiée. Des centaines de milliers d'Arméniens, hommes, femmes, enfants, vieillards, sont arrachés à leurs maisons, rassemblés en convoi et forcés de marcher à travers les montagnes et les déserts sans nourriture ni eau. Des bandes de tueurs, souvent des criminels libérés spécialement, attaquent les convois, violent, massacrent. Ceux qui survivent aux marches meurent de faim, de soif, de maladies dans les camps de concentration improvisés dans le désert. Les estimations varient, mais au moins 1 million d'Arméniens, peut-être 1,5 million, meurent entre 1915 et 1917. Des communautés entières qui vivaient en Anatolie depuis 2000 ans disparaissent. C'est le premier génocide du XXe siècle, le modèle sinistre que suivront d'autres. Le gouvernement ottoman nie, parle de mesures de guerre, de pertes mutuelles dans un conflit civil. Mais les témoignages, les photos, les rapports d'ambassadeurs neutres, de missionnaires, de consuls sont accablants. C'était un génocide, planifié et exécuté systématiquement. Le 30 octobre 1918, l'Empire ottoman signe l'armistice de Moudros, capitulant sans condition. Les troupes alliées occupent Istanbul le 13 novembre. Des navires de guerre britanniques, français, italiens, grecs mouillent dans le Bosphore. Le sultan Mehmed VI règne encore nominalement, mais c'est une marionnette des Alliés. Le gouvernement jeune turc s'effondre. Enver, Talaat et Cemal, les 3 leaders principaux, fuient en exil. Certains seront assassinés plus tard par des vengeurs arméniens. Le traité de Sèvres en 1920 démembre complètement l'empire. La Grèce reçoit Izmir et la Thrace orientale. L'Italie reçoit le sud de l'Anatolie. La France reçoit le sud-est. La Grande-Bretagne reçoit la Palestine, la Transjordanie, l'Irak. Les États arabes sont créés sous mandat britannique et français. Un Kurdistan indépendant est promis. L'Arménie indépendante est reconnue. Il ne reste aux Turcs qu'un petit territoire autour d'Ankara, sans accès aux mers. Istanbul et les détroits sont internationalisés. L'armée ottomane est limitée à 50 000 hommes. C'est l'humiliation totale, pire que Versailles pour l'Allemagne. Mais les Turcs refusent d'accepter cette mort. Mustafa Kemal, le héros de Gallipoli, débarque en Anatolie en mai 1919 officiellement pour désarmer les bandes de résistants, mais en réalité pour organiser la résistance nationale. Il rassemble les officiers et notables patriotes. En septembre 1919, un congrès national se tient à Savas, rejetant le traité de Sèvres et proclamant la volonté de créer un État turc indépendant. En avril 1920, une grande assemblée nationale se réunit à Ankara, dans le cœur de l'Anatolie, loin de l'Istanbul occupé. Mustafa Kemal en est élu président. Il y a maintenant 2 gouvernements, le sultan à Istanbul, collaborant avec les occupants, et l'Assemblée nationale à Ankara, défiant les Alliés.
C'est le début de la guerre d'indépendance turque. Les forces nationalistes turques combattent sur tous les fronts. Elles écrasent les Arméniens en Anatolie orientale, mettant fin au rêve d'une Arménie indépendante dans un bain de sang. Elles repoussent les Français dans le sud-est, qui finissent par se retirer. Mais le plus grand défi est la Grèce. Encouragée par les Britanniques, l'armée grecque débarque à Izmir en mai 1919 et avance profondément en Anatolie, rêvant de restaurer l'Empire byzantin, de réaliser la grande idée grecque. En 1921, les Grecs sont à 50 km d'Ankara. C'est l'heure la plus sombre. Mais Mustafa Kemal réorganise l'armée, obtient des armes des Soviétiques qui veulent affaiblir les Britanniques, galvanise la population. En août 1922, il lance une contre-offensive massive. En quelques semaines, l'armée grecque s'effondre. Les Turcs reprennent Izmir en septembre 1922. La ville brûle. Des dizaines de milliers de civils grecs et arméniens sont massacrés ou fuient vers les navires dans le port. C'est la catastrophe de l'Asie mineure pour les Grecs. 3000 ans de présence grecque en Anatolie se terminent dans le sang et les flammes. Les nationalistes turcs marchent maintenant vers Istanbul et les détroits, toujours occupés. Les Britanniques menacent de combattre, mais les Français et les Italiens refusent de les soutenir. Une guerre entre la Turquie et la Grande-Bretagne est évitée de justesse. Un armistice est signé. Les Alliés acceptent de renégocier le traité. Le traité de Lausanne en 1923 remplace celui de Sèvres. Il reconnaît les frontières actuelles de la Turquie, incluant toute l'Anatolie et la Thrace orientale. Les détroits sont démilitarisés, mais restent turcs. Les capitulations, privilèges économiques des Européens, sont abolis. La Turquie redevient un État souverain et indépendant. C'est une victoire incroyable. La Turquie est le seul pays vaincu de la Première Guerre mondiale à renégocier avec succès son traité de paix. Le prix est terrible. Le traité de Lausanne inclut un échange de population entre la Grèce et la Turquie. 1,5 million de chrétiens orthodoxes sont expulsés de Turquie vers la Grèce. 500 000 musulmans sont expulsés de Grèce vers la Turquie. Des familles qui vivaient dans ces terres depuis des générations, parfois depuis l'Antiquité, sont arrachées de leurs maisons, perdent tout, deviennent des réfugiés. C'est un nettoyage ethnique mutuel, légalisé par un traité international. L'Anatolie, qui pendant des millénaires était un mélange de peuples et de religions, devient homogène, presque exclusivement turque et musulmane. La diversité, qui était la force de l'Empire ottoman, est perçue maintenant comme une faiblesse. L'État-nation moderne exige l'homogénéité. Le 1er novembre 1922, l'Assemblée nationale à Ankara vote l'abolition du sultanat. Mehmed VI, le dernier sultan ottoman, fuit Istanbul déguisé sur un navire de guerre britannique. Il mourra en exil en 1926 à San Remo. Le 29 octobre 1923, la République de Turquie est proclamée. Mustafa Kemal en devient le premier président. Le 3 mars 1924, le califat est aboli. Abdülmecid, deuxième, qui avait été nommé calife sans pouvoir temporel après l'abolition du sultanat, est expulsé. 600 ans de dynastie ottomane se terminent. 13 siècles de califat prennent fin. C'est un traumatisme pour le monde musulman. Des protestations éclatent en Inde, en Égypte, dans tout le monde musulman. Mais Mustafa Kemal, rebaptisé Atatürk, le père des Turcs, est inflexible. La Turquie sera un État-nation moderne, séculier, occidental. L'empire multinational, multiconfessionnel est mort. Une nation homogène naît de ses cendres. Que reste-t-il aujourd'hui? De l'Empire ottoman? Des frontières tracées arbitrairement au Moyen-Orient qui causent encore des conflits. Le système des mandats créé par les Britanniques et les Français après la Première Guerre mondiale a engendré des États artificiels comme l'Irak et la Syrie, mélangeant des populations qui ne voulaient pas vivre ensemble. Les promesses contradictoires faites pendant la guerre, la déclaration Balfour,
promettant un foyer national juif en Palestine, les accords Sykes-Picot, partageant le Moyen-Orient entre la France et la Grande-Bretagne, les promesses aux Arabes d'indépendance, tout cela a créé un gâchis dont nous vivons encore les conséquences aujourd'hui. Le conflit israélo-palestinien, les guerres civiles syriennes et irakiennes, l'instabilité chronique du Moyen-Orient, tout cela a des racines dans la manière dont l'Empire ottoman s'est effondré et a été dépecé. Istanbul reste, magnifique et mélancolique, enjambant 2 continents, peuplés de 16 millions d'habitants. Les mosquées de Sinan dominent toujours le paysage. Sainte-Sophie, redevenue mosquée en 2020 après avoir été un musée pendant presque un siècle, porte les strates de l'histoire. Les mosaïques byzantines, les calligraphies ottomanes, les minarets ajoutés par Mehmed le Conquérant. Le palais de Topkapi est un musée où les touristes s'émerveillent devant les trésors impériaux. Le poignard orné d'émeraudes, le trône d'or, les reliques du prophète. Le grand bazar fonctionne toujours, bruyant et coloré. Mais la ville n'est plus le centre du monde. Elle n'est plus la capitale d'un empire s'étendant sur 3 continents. Elle est la plus grande ville d'un État-nation, la Turquie, qui cherche encore son identité entre l'Europe et l'Asie, entre la modernité et la tradition, entre l'héritage ottoman et la République kémaliste. Les historiens débattent sans fin sur l'héritage ottoman. Pour certains, c'était un empire tolérant qui permettait la coexistence de multiples peuples et religions, un modèle de multiculturalisme avant la lettre. Pour d'autres, c'était un système oppressif qui exploitait les populations conquises et stagnait intellectuellement. La vérité, comme toujours, est plus nuancée. L'Empire ottoman était ce qu'il était, un empire pré-moderne essayant de survivre dans un monde moderne, un système né de la conquête essayant de se transformer en État bureaucratique, une société multiculturelle déchirée par l'émergence des nationalismes. Il a survécu 600 ans, ce qui en soi est remarquable. La plupart des empires durent beaucoup moins longtemps. Sa chute a redessiné le monde. Sans la prise de Constantinople, pas de grande découverte et peut-être pas de colonisation des Amériques. Sans l'Empire ottoman, l'équilibre des puissances européennes aurait été complètement différent. Sans son effondrement, le Moyen-Orient moderne n'existerait pas sous sa forme actuelle. Les sultans qui ont bâti cet empire étaient des hommes de leur temps. Cruels parfois, visionnaires souvent, pragmatiques toujours. Ils ont construit des mosquées et mené des guerres. Ils ont patronné les arts et ordonné des exécutions. Ils ont créé un système qui transformait des esclaves en vizirs et des chrétiens en musulmans. Un système qui semble monstrueux à nos yeux modernes, mais qui fonctionnait selon sa propre logique. Le Devshirme arrachait des enfants à leurs familles, mais leur offrait aussi des opportunités impossibles ailleurs. Le système des millets oppressait les non-musulmans, mais leur donnait aussi une autonomie que beaucoup d'États-nations modernes ne donnent pas à leurs minorités. L'Empire était une contradiction vivante, et c'est peut-être pour cela qu'il fascine encore. La nuit du 29 mai 1453, quand les janissaires ont déferlé à travers les brèches des murs théodosiens, quand Constantin XIe est mort quelque part dans la mêlée, quand les cloches de Sainte-Sophie ont sonné pour la dernière fois avant d'être remplacées par l'appel à la prière, ce n'était pas seulement la fin d'un empire vieux de 1000 ans, c'était le début d'un autre qui durerait presque aussi longtemps. L'histoire ne s'arrête jamais. Les empires montent et descendent comme des marées. Les villes changent de main. Les populations migrent ou sont déplacées. Les religions s'affrontent ou coexistent. Les systèmes politiques évoluent ou stagnent. Ce que nous appelons la fin est toujours aussi un commencement. Constantinople est morte cette nuit-là, mais Istanbul est née. Byzance s'est effondrée, mais l'Empire ottoman s'est levé. Et quand l'Empire ottoman est finalement tombé en 1923, il a donné naissance à la République turque et à une constellation d'États-nations au Moyen-Orient. L'histoire continue, indifférente à nos jugements et à nos nostalgies. Proposez des thèmes pour de nouvelles histoires dans les commentaires, abonnez-vous à la chaîne et mettez un like.